Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce Outlook 2025, fin 2024. Apparemment, on va faire un peu le tour sur tout ce qu'on avait dit l'année passée avec Vincent. Alors, on vient de regarder, on n'est pas trop faux sur la tendance. Alors, très honnêtement, pensais peut-être pas que ça serait aussi violent en termes de marché haussier. Enfin bref, on va refaire le point sur ce qui s'est passé en 2024, au cas où vous n'avez pas regardé nos vidéos pendant toute l'année, et puis, ce qui serait triste effectivement. Et puis, ensuite, on va revenir sur qu'attendre de l'année prochaine, si on peut attendre quelque chose. Donc, point sur 2024. J'ai envie de dire comme chaque année, une année risk on, Ouais, une année bullish. Il y a un baromètre qu'on peut utiliser, simplement l'indice MSCI World, les actions mondiales, même si en fait on sait que c'est très pondéré en actions américaines. C'est au moment, aujourd'hui, quand on enregistre la vidéo, autour des plus 19, plus 20% de performance. C'est une année qui a vu beaucoup de marchés faire des nouveaux records historiques, notamment Wall Street, mais pas que. En fait, le marché action mondial fait de nouveaux records historiques. Finalement, il y a peu d'indices qui échappent à la hausse. Malheureusement, il y a un grand pays en Europe qui échappe à la hausse, c'est le CAC 40. Mais voilà, vous prenez tous les indices boursiers du monde, 90% sont en hausse, et des belles hausses, et toutes zones géographiques confondues. C'est quand même une année risk-on, et c'est l'année du pivot des banques centrales. On en avait discuté il y a un an, on se posait la question. est-ce qu'ils vont pivoter? Est-ce qu'ils ne vont pas pivoter? Le pivot a été acté. On voit quand même qu'ils ne sont pas non plus hyper confiants. On verra demain, parce que là on est mercredi 11 décembre, mais on verra demain la BCE, a priori qui devrait baisser les taux, la Fed qui devrait baisser encore une fois les taux la semaine prochaine. C'est vrai qu'on sent quand même dans les discours de Powell, en tout cas, qu'il y a quand même un côté où ils sont en train de se dire, est-ce que réellement on va les baisser si vite que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de l'inflation? On a vu aussi que les chiffres montraient quand même que l'inflation, elle a de la peine à aller beaucoup plus bas, en tout cas aux États-Unis. Donc ce sera une grande question pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que cette année, moi, ce qui m'a le plus fasciné, en dehors du fait que les marchés sont montés pour des raisons diverses et variées, mais c'est vraiment ce côté où il y avait un appétit au risque absolument phénoménal et où on est monté en anticipation d'une baisse des taux qui est finalement arrivée tard, Tout à fait. en tout cas aux États-Unis, Ouais, ça arrive qu'en septembre. d'ailleurs, c'est intéressant parce que, il y a encore un an, on peinait à imaginer que la Fed pivote après d'autres banques centrales occidentales. Et de mémoire, c'est la Banque centrale. Non, c'est la Banque nationale suisse qui a commencé Ouais, de mémoire. effectivement. C'est la BNS, Ouais. puis la BCE, puis la Fed. Et au final, j'en ai écouté Thomas, au final, je me dis que tous ces thèmes, c'est les thèmes reconduits en Mais 2025. bien sûr. On y est encore. Tu me souviens dans certaines de tes vidéos matinales Morning Bull où tu dis on reparle de l'inflation. Je crois que les amis, on va en reparler beaucoup. Et même pas que, non. Non, non, je pense qu'on va reparler beaucoup de l'inflation, je pense qu'on va reparler beaucoup du marché de l'emploi. J'ai assez martelé pendant toute l'année pour dire que le marché de l'emploi, il est fictif, qu'on nous raconte des chiffres qu'on a bien envie de nous vendre. Est-ce que c'était une volonté du gouvernement en place aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce que ça va changer avec le nouveau gouvernement? On ne sait pas. Mais c'est vrai que la macro aujourd'hui a été très importante cette année, mais surtout, au-delà du fait que c'était très important, on s'est toujours retrouvé dans une situation où finalement, on trouvait toujours la bonne nouvelle. Chaque fois cette année, on est arrivé dans des situations où on disait ah oui, mais d'accord, c'est pas terrible, mais regarde là, il y a un petit truc qui. Et donc, on était toujours ce côté, le verre à moitié plein. Ouais, tout à fait. Et je pense très honnêtement que si on avait un peu fait le bilan, si on était un peu plus objectif, on se serait posé un peu plus de questions. Mais c'était pas une année objective où les gens étaient. Ils avaient envie que ça monte. Oui, c'est pas une année objective, et puis c'est une année, alors clairement, elle est risquonne, on a compris, mais je trouve une année aussi un peu biaisée. Parce que ce que nous savons tous, c'est que lorsqu'on retire au S&P 500, on retire au MSCI World, tu retires une dizaine de valeurs, plus simplement le secteur de la tech US. Les big cap US, celles qui, d'ailleurs, je crois, c'est 40% du calcul du S&P 500, tu les retires, c'est une année bullish, mais finalement pas tant que ça. Ouais, Donc il y a aussi ce côté un peu biaisé. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une participation mondiale. C'est que le marché action indien a fait de nouveaux records sur de nouveaux records. Le marché action chinois, en Amérique latine, ce n'était pas vraiment le cas. En Europe, c'est aussi une année haussière. Mais on n'est pas non plus sur une année de nouveaux records historiques et de valorisation excessive partout. C'est vraiment centré sur l'attaque US. Bien. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en 2025, et typiquement, est-ce que Nvidia peut aller plus haut? Nvidia, il y a eu un split. Oui. Elle valait 1000 et quelques. On est revenu à 100. Voilà, est-ce que ça va à 200 parce qu'on remonte à 1000 pour refaire un split? Je ne sais pas. Mais Tu le dis très justement, cette année, on a eu les Magnificent Seven qui nous ont poussé le marché à la hausse, hein. c'est eux qui font qu'on a une telle Clairement, performance. mais c'est clair, évidemment. Quand je regardais encore le graphique d'Apple pas plus tard qu'il y a 2 jours,
Apple, c'est vertical, quoi. C'est vertical depuis quelques temps, alors qu'il n'y avait que des reproches lors de la publication des résultats, que des craintes pour l'avenir. Ça reste des titres qui attirent les capitaux de toute façon. Mais bien sûr. Ça reste des machines à cash. T'as pas d'alternative de toute manière. Quand tu regardes le reste du S&P 500, il faut aller chercher les boîtes qu'on a vraiment envie. Mais on a eu clairement les Magnificent Seven, on a eu la thématique de l'intelligence artificielle qui nous a entraîné à des records hallucinants. La grande question qu'on va devoir se poser en 2025, c'est de savoir si ce boom de l'intelligence artificielle va continuer. On sait qu'il y a eu énormément d'investissements dans l'IA. Je crois que c'est plus de 300 milliards de dollars cette année investis dans l'IA pour un return de 10 milliards. Okay. Donc pour l'instant, ça bouffe beaucoup d'argent. Il faut que ça porte ses fruits un jour. Il faudra que ça porte ses fruits. Et ça, ce sera une grande question parce qu'on voit quand même dans les chiffres de Nvidia, dans le dernier trimestre, que ça continue à aller bien, mais ils battent moins facilement les attentes. Donc soit les attentes sont en train de devenir trop grandes, et que finalement la courbe de croissance de Nvidia est en train de s'aplatir, ce qui serait parfainement normal. On ne peut pas lui demander de monter verticalement ad vitam aeternam. Mais ce sera des grandes questions qui vont nous tomber dessus. Et encore une fois, l'appétit au risque est monumental, a été monumental cette année. Et moi, depuis que je fais ce métier, je suis bullish comme jamais. Et là, cette année, j'ai de la peine. J'arrive plus à y croire, j'arrive plus à me dire ça va monter encore. On vient d'aligner 2 ans. En 2 ans, le S&P a fait 50%. Le dernier bear market, c'est 2022. Et c'est marrant, c'est intéressant ce qu'on discutait en off avant de lancer avant d'enregistrer la vidéo. Et tu me parlais des gros bear markets que tu as connus. Et finalement, un vrai bear market avec une baisse du S&P 500 de 50-60% et qui dure plus d'1 an. En fait, on n'a pas vu ça depuis 2001 et la crise financière. Même 2022, c'était finalement un marché baissier assez court. On avait dû faire moins 30, moins 35%. On n'est pas en train de dire qu'il y aura un marché baissier en 2025, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on peut dire pour la première. On va chacun donner notre point de vue. Mais finalement, est-ce que finalement le marché maintenant est ce type de purge, est-ce que les autorités monétaires et budgétaires les autorisent? C'est ça la question qu'on se pose. Disons que je pense qu'il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la Fed est très présente. On sait, et ils l'ont montré sur le long terme, sur les accidents qu'on a eus ces derniers temps, qu'ils sont là, et quand il y a un problème, ils sont là. Donc on s'attend à chaque fois qu'ils viennent. Là où on aura un problème, c'est le jour où la Fed dira « Ah bah là, sur ce coup-là, on ne peut plus rien faire ». On est loin d'une situation comme ça, donc c'est clair qu'il y a, on appelle ça depuis des années le put de la Fed. Ouais, Le Bernanke, on dit la Fed est là pour nous aider. Donc on a cette espèce de matelas de sécurité qui fait que oui, ça peut corriger de 5-6%, mais on l'a vu cet été. Il y a tout de suite. 5-6%, le marché maintenant, il y a encore une époque pas si lointaine où on pouvait avoir quelques semaines de correction. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a cette tendance haussière du S&P 500 qui est bien structurée. Finalement, on a des impulsions des corrections. Mais ce qui est intéressant, c'est que la durée des corrections est de plus en plus courte. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, sans parler de marché baissier pour 2025, enfin, moi, c'est pas ce que je pense personnellement, mais on peut à un moment ou à un autre s'attendre à une réaugmentation de la durée des corrections, qui ne sera pas forcément le point de début d'un bear, mais simplement voilà, des phases un peu de purge. Donc, moi, 2024 m'a marqué par ça. Au-delà des records historiques, c'est la réduction de la durée des phases de sell-off. Ouais. Et ça repart direct. Je ne suis pas sûr que ça dure encore en 2025. Moi, j'étais scotché parce que ce qui s'est passé cet été, au mois d'août, début du mois d'août, la correction japonaise sur le carry trade. On a fait un flash crash de 2 jours. J'étais en vacances. C'était lundi 6 août, non? Ou dimanche, lundi 26, ça se Ouais, j'étais en vacances. J'étais en vacances et je me dis, je suis obligé. Ça y est, on y est. Et je me dis, je suis obligé de faire une vidéo. Donc, je fais une vidéo depuis l'hôtel où j'étais en vacances. Là, je vois la correction. Je me dis, oula, ça commence à être moche. Non, mais je suis pas. Je plaisante. Mais je suis pas pour un bear market. Moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a dit les arbres ne montent pas au ciel. Et pour l'instant, ils sont en train d'y aller. Mais non, mais c'est ça de corriger parfois. Voilà, mais c'est ça, on a essayé de correction. Donc moi, je fais la vidéo au début de mes vacances avec moins 10%. Et le temps que je rentre de vacances, tout avait déjà été récupéré. Et donc, ça démontre vraiment qu'il y a une volonté de revenir. Je me souviens très bien, c'était le lundi 7, mardi 7, il y a eu ce flash crash sur le marché action qui a emporté tous les actifs risqués. Même c'est là où, on en parlera plus tard, où même Bitcoin a dû tomber très rapidement à 49 000 $. Il y a des forces de rappel en fait sur les actifs risqués. Et moi, je pense qu'avec, parce que là, l'inflation, la baisse des taux des banques centrales, ça va être encore une thématique qui va nous occuper l'année prochaine. Et maintenant, on a le nouveau facteur, le facteur fondamental nouveau, peut-être même plus important que la Fed, plus important que l'emploi, plus important que l'inflation, le second mandat de Trump. Les secteurs, il n'y a pas que la tech. Ou ils ont nous emmener. Parce que, comment tu vois les choses? Trump, marché action, S&P 500, au-delà de l'euphorie qu'on a fin d'année 2024.
Écoute, on vit une période qui est assez irrationnelle parce que pour avoir suivi les élections américaines comme tout le monde a vomi sur Trump depuis le début de l'été. Je sais que c'était, je me permets, la même chose lors de la première élection présidentielle 2016-2020. Je me souviens des commentateurs Clair. en 2016, en octobre 2016, que la presse disait si Donald Trump est élu, Ouais, le marché fera -5. Tu sais combien avait fait le S&P 500? plus 15, hein. Un truc de fou. Ouais. +5 le premier jour. Et là, on a refait la même chose. La même chose. Alors que de nouveau, tout le monde disait qu'il était incompétent, qu'il était malade, qu'il était fou, enfin, etc. On connaît les superlatifs auxquels on lui donne. Et là, tout d'un coup, donc le gars, il passe haut la main, il ramasse toutes les chambres, il est pour la première fois vraiment au pouvoir parce qu'il a même pas besoin de partager ses pouvoirs parce qu'il a le pouvoir au Sénat, au Congrès, etc., etc. Oui, là, pour le coup, c'est vrai qu'il a Ah là, son second mandat, la Chambre des représentants, le Congrès. En fait, il a les moyens politiques de faire passer ce qu'il veut. tout le contenu de son programme. Absolument. Et si tu regardes le contenu de son programme en lien avec le marché action, c'est monstrueux. C'est pas neutre du tout. C'est bullish pour le marché. C'est bullish. Mais Ça va être c'est un pas neutre. Alors ça, c'est un super débat. J'ai discuté récemment avec un ami qui, lui, a vraiment la tête dans le guidon de l'inflation. C'est son truc, imagine sa passion, on a tous chacun des passions. Lui, c'est l'inflation. Bon, il doit s'ennuyer quand même. Enfin, nous, même si c'est intéressant. Et lui, il avait l'idée qu'effectivement, la guerre commerciale, les tarifs douaniers pourraient donc augmenter, donc l'inflation via l'inflation des biens importés. Mais que comme ça retirerait du pouvoir d'achat aux consommateurs, ça équilibre. et ça ferait peut-être baisser les prix des services et des biens qui ne sont pas concernés par le commerce international. Et j'avais repris une étude qui avait été faite sur le premier mandat de Trump 2016-2020. Et finalement, l'impact de la guerre commerciale sur la croissance avait été légèrement négatif. Et sur l'inflation, finalement, plutôt neutre overall. Tu vois, quand tu dis ça. Mais ça dépend en fait de comment... Ah non, c'est clair. Je pense évidemment que c'est difficile. De toute façon, on a été faux sur ce que Trump avait apporté à l'époque, ce que Trump allait faire. On est faux de toute façon. Là, on vit un deuxième mandat qui va être complètement différent, à mon sens, puisque il a mûri déjà. Voilà, il a mûri, ouais, je veux dire ça. Entre guillemets. Mais non, mais il va pas structurer son mandat la même chose que la dernière fois. La dernière fois, il avait pris beaucoup de gens compétent en politique pour s'entourer. Là, il prend que ses gars à lui. Il a même nommé des conseillers spéciaux à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies. Mais c'est clair, c'est clair. Et puis, il est en train de nommer un patron de la SEC. Il a pris Elon Musk dans ce Dodge, cette nouvelle entité du gouvernement. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, sur le coup marketing. On parlera dans le chapitre crypto, mais c'est vrai que du côté, on a vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Et il faudra voir. De toute façon, la seule différence entre le gouvernement démocrate ou le gouvernement républicain, c'est que je pense que Trump, il veut réellement essayer de changer les choses. À son avantage, certainement, mais il veut faire les choses bien pour Make America Great Again. Et alors que le gouvernement démocrate, ils l'ont largement prouvé. C'est du pipeau, c'est un scandale ce qui est ces derniers mois. Le président est incompétent depuis bien longtemps. Rien que la dernière chose qu'il a mis en fait en date, c'est-à-dire de pardonner son fils, alors que le gars il avait admis qu'il était coupable et que lui vient dire que c'est une erreur judiciaire. Voilà, donc je pense que Trump, ce sera intéressant à observer, mais peut-être on aura des surprises. Effectivement, je pense que de toute façon, lui, son intérêt, c'est que les marchés montent. Ouais. Donc il va tout faire pour que les marchés montent. Et puis il est obsédé par le côté America First, mais j'ai l'impression qu'il y a une obsession pour la maîtrise du déficit commercial. Ça a l'air de l'obséder plus qu'autre chose. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il a une lecture, pour lui, un déficit commercial, c'est comme si le partenaire commercial lui volait de l'argent. Et il a eu comme ça une réflexion vis-à-vis du Canada, où les États-Unis ont un déficit peut-être de 50 ou 100 milliards avec le Canada. Et la lecture de Trump, c'est « il nous vole ». Et c'est une façon de voir les choses qui en dit beaucoup. Non, c'est clair. On ne voit pas tous ça comme ça. Moi, ce que je trouve assez intéressant politiquement, mais c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais ce que je trouve... On sur les S&P 500, bien sûr, les secteurs. Mais juste pour terminer, je trouve intéressant le fait de tout ce qu'on a entendu de mal sur Trump, et surtout chez nous, on va dire en Europe, parce que les médias étaient quand même à fond Kamala Harris, et le changement, comment les gens le traitent aujourd'hui. Je veux dire, même le Canada, ils ont débarqué le lendemain, Trudeau a débarqué, l'autre jour en France, à Notre-Dame, tout le monde lui léchait les bottes à Trump. Alors c'est passé du « ce type est un malade » à « oui, bonjour monsieur le président », c'est absolument... Tout le monde recherche un deal. Parce exactement, mais oui. C'est un homme de deal, ouais. Et puis il va être intransigeant, ça va être un tueur. Encore une fois, on le disait lors de son dernier mandat, c'est un businessman, c'est pas un politicien, c'est un businessman, il peut pas être réélu, il s'en fout complètement de ce qui va se passer après lui, donc il va peut-être faire des choses qui seront relativement intéressantes. Est-ce que ça, nous, en tant qu'investisseurs, ça va nous amener quelque chose?
Ça va nous amener, je pense, à un certain nombre de choses. Et au-delà même du S&P 500 en général, c'est l'aspect sectoriel. On sait qu'il a la fameuse déréglementation, dérégulation. On ne sait pas jusqu'où il veut aller, mais il est en train de mettre en place à la tête des institutions d'État qui gèrent ça, et notamment la SEC, la SEC, des personnes qui vont lever des normes, et en particulier dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. Et Non, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. en fait, à la question, alors ça, effectivement, il y a peut-être un côté un peu moral, éthique, mais d'un point de vue boursier, au-delà du S&P 500, nous, se poser la question de savoir est-ce que le S&P 500 peut aller plus haut ou pas en termes de poids, on peut en parler, mais peut-être que ça va être une première année de mandat intéressante à travers l'analyse des secteurs, et il y a peut-être de l'upside à trouver sur certains secteurs et moins sur d'autres. Ouais. Est-ce qu'on reste très positionné sur la tech? Est-ce qu'on va sur des secteurs moins valorisés, plus décotés, comme le secteur de la finance, qui pourrait profiter des régulations, des choses comme ça? Enfin, il y a beaucoup de choses. Que penser des secteurs de la défense, de l'armement? Typiquement, c'est un bon exemple. Tu vois, l'armement, alors on peut avoir l'idée de Trump qui veut une armée, la géopolitique, etc. Mais l'armée américaine a déjà un gros budget. Mais en même temps, il a quand même nommé Elon Musk à la tête du DOGE, Department of Government Efficiency, pour baisser les dépenses publiques. Va-t-il baisser la dépense publique de l'armement ou pas? Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Musk a déjà attaqué sur le sujet des avions de chasse aux États-Unis en disant que ça servait à rien. Il a dit ça? Ah, il a dit que les avions de chasse, ça servait à rien, que maintenant on pouvait passer directement à des drones et ouvrir les avions de chasse. Ouais. Alors, Ça, c'est ce qu'a montré la guerre en Ukraine, effectivement. ouais, alors après, il y a, moi je suis une vidéo d'un gars qui s'appelle Ateshuel, qui est un ancien pilote de chasse. Je reconnais, je suis sa chaîne. Exactement. Ouais. Il expliquait l'autre jour, il a démonté la stratégie de Musk en disant c'est pas exact qu'aujourd'hui on peut voler qu'avec des drones. Pour certaines missions, on a encore besoin de pilotes. Ouais. Mais il dit aussi qu'à 10-15 ans, de toute façon, on va dans cette direction. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est des postes très importants. Si demain on supprime une partie des avions dans l'armée américaine, tu as les 4 grosses actions américaines de la défense qui d'ailleurs, en plus, c'est marrant, c'est intéressant parce que c'est sous l'administration démocrate que le secteur de la défense a le plus monté. Oui. Et beaucoup se disent, oui, Trump, la géopolitique, l'armée américaine. Ne croyez pas forcément que c'est encore un secteur qui va surperformer. J'aurais tendance à... Il est cher. Il est déjà cher, il est haut. Et on attend, rappelle-toi quand même ce que Donald Trump a dit, qui terminerait la guerre en Ukraine dans les 24 heures de son mandat. Typiquement, au sein du S&P 500, c'est un secteur qui peut souffrir de ça. Pas toute l'industrie américaine, mais l'industrie de l'armement, dans un premier temps, tu peux avoir. Et surtout qu'ils sont chers. Et que ce sont des actions qu'on comprend fondamentalement. Par contre, dans l'industrie américaine, tu prends l'industrie la plus classique, la plus traditionnelle, prenons par exemple l'industrie automobile. Là, je pense que Trump, il va tout faire, notamment contre l'électrique chinois, il va tout faire pour mettre des droits. L'automobile allemande, bon, sauf s'il y a un deal Allemagne et on verra bien. Mais typiquement, tu prends le secteur de la finance du S&P 500 ou le secteur automobile, qui sont pour le coup vraiment décotés, c'est un débat, mais sous-valorisés, en tout cas sous la moyenne. C'est des secteurs qui peuvent prendre le relais en 2025, mais ils ne pèsent pas assez pour faire monter le S&P 500. Non, non. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire en fait. Non, le problème de S&P 500, ça reste les Magnificent Seven. Ouais. Tu l'as dit très bien, c'est 40% de l'indice. C'est ça. Donc il faut manager ça, parce que si on part du principe qu'il va y avoir une réallocation dans d'autres secteurs, ça veut dire qu'il y a une désallocation du secteur des Magnificent Seven. Et puis si il commence à baisser, ça va être difficile de faire monter le S&P 500. Mais en même temps, tu dis, tu vois, si Nvidia ne serait-ce que fait, on parle un peu d'analyse technique, quelque chose de base, même quelqu'un qui ne regarde pas les graphiques, tout le monde regarde. En tout cas, dans la Outino, on regarde tous, tu sais, la fameuse moyenne mobile à 200 jours, qui est un peu celle, voilà, bête et méchant. C'est au-dessus, c'est boule, c'est en dessous, voilà, la pente, etc. Et typiquement, tu prends l'action Nvidia, elle n'est pas revenue à sa moyenne mobile à 200 jours depuis très longtemps. Systématiquement, quand il y a un drop, elle s'en approche, mais ça repart avant. Et moi, ma conviction, c'est, imaginons que les Magnificent Seven subissent des prises de profit, qu'il y ait une rotation sectorielle, je pense quand même que c'est des titres, s'ils reviennent au contact de cet indicateur, des drops de 15-20%, ça se paye. Ça reste une thématique. De toute façon, quand tu regardes, c'est des machines à cash, c'est des machines de guerre. Apple, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. Est-ce que tu ne vas pas changer d'iPhone cette année? C'est pas sûr. Donc je pense que ça... Moi, je suis passé sur la téléphonie chinoise. Oui, non, mais d'accord. Attends, pareil, c'est différent. Moi, Apple, j'ai jamais pu. Non, moi c'est l'inverse, je comprends rien aux vos trucs, mais non, mais non, mais en dehors de ça, tu regardes simplement les chiffres, tu regardes les metrics, Microsoft, Apple, c'est des cartons pleins, je veux dire, ils font pas d'erreur, même les résultats, on peut discuter, oui, parce on attendait un petit peu mieux dans des boîtes qui génèrent 100 milliards par an de trésorerie, voilà. Il y a très peu de pays dans le monde qui arrivent à générer 100 milliards. Exact.
Quand tu vois, là, je voyais l'exemple. Ouais, voilà, exactement. Sur des montagnes de tâches. Et Nvidia, alors le seul doute que j'ai sur Nvidia, c'est comme je disais avant, c'est est-ce qu'on est en train de faire un top sur ce taux de croissance. Le taux de croissance de Nvidia aujourd'hui, on dit ah mais s'ils ont des taux de croissance monstrueux, c'est normal. Oui, mais à un moment donné, ça va se calmer. Et c'est là où on va avoir un Nvidia, je problème. crois qu'en l'espace de 10 ans, on a fait x400. Oui, Là, on est passé d'une boîte qui crée des cartes graphiques pour des jeux vidéo à ça. à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a un vrai challenge là derrière, mais la grande question, c'est de savoir si effectivement Nvidia va caler, se rediriger vers d'autres secteurs. Je veux bien me diriger vers le secteur automobile, je parle du S&P 500. Je suis pas un expert de l'automobile. Non, mais En parlant, je le vois vraiment bas. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que Donald Trump a prévu comme politique America First dans le secteur auto, mais je sais qu'il cible l'électrique, il cible Tesla. la concurrence électrique. Ouais. Alors, il va probablement mettre des murs. Alors, la problématique de Tesla, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Musk a dit que Tesla, pour lui, n'était qu'un moyen, enfin, la voiture n'est qu'un moyen d'arriver à ses autres objectifs. Ce n'est pas vraiment le fait de vouloir devenir meilleur, et c'est de loin pas les meilleures voitures électriques, à mon sens. Il y a d'autres concurrents qui arrivent et qui font des choses très très bien. D'ailleurs, sur BYD, par exemple, qui vient de Chine, qui font des choses très très impressionnantes. Alors, c'est clair que si on double le prix des voitures, ça va commencer à poser des problèmes. Et c'est ce qu'il va certainement faire pour essayer d'aider Tesla. Après, le reste, Ford, GM, historiquement parlant, oui, d'accord, ils se mettent à l'électrique, mais enfin, est-ce que réellement on va acheter un pick-up F-150 électrique? Apparemment, ça marche très bien. Moi, j'ai pas envie d'acheter ça. Enfin, bon, c'est perso. Non, bien sûr, bien sûr. Je connais mon amour pour les voitures électriques, mais effectivement. Mais après, la grande question qu'on peut se poser, c'est quid du reste du monde? Parce qu'en Europe, on a quand même pour revenir un peu sur l'Europe, sur le DAX, enfin surtout sur le DAX, et on a quand même des grands noms de l'automobile qui sont en grande souffrance. Parce que c'est compliqué. Je regardais ça un peu plus en détail, je voyais les gros constructeurs allemands là, qui annoncent des plans de licenciement massifs, enfin des choses quand même importantes, ils dégraissent. Mais moi j'ai le sentiment pour ça, pour le marché action européen, bon, ça dépend des pays, mais si on reste sur le marché action allemand, déjà le DAX a fait des nouveaux records historiques cette année, notre DAX c'est pas le CAC 40, et je suis en train de me demander si l'Allemagne, de mémoire, il y a des élections générales en Allemagne en début d'année prochaine. Il y a un vote de confiance qui doit être fait entre maintenant et le milieu de l'année. Ouais. Il y a une coalition CDU-CSU, il me semble. Et du peu de communication que j'en ai vu, ce serait plus ou moins ouvert à un deal ou à une discussion commerciale avec les États-Unis. Je pense parce qu'ils sont en mode urgence de préserver leur secteur auto. Bah oui. Des États-Unis et de la Chine. Mais bon, le DAX, le DAX, lui, a fait de nouveaux records historiques, donc on n'est pas sur un marché sous-valorisé. Mais je me demande si finalement, en 2025, en lien avec l'impact sur le marché action, on ne va pas avoir des deals commerciaux qui pourraient finalement préserver les indices boursiers. Mais de toute façon, je pense que Trump n'a aucun intérêt à massacrer les indices boursiers. Donc, il va être suffisamment intelligent pour donner ce sentiment de croissance. La grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il va générer de la croissance durable, concrète, en maîtrisant une certaine inflation qui va nous permettre de continuer à monter pour aller en direction des 7000 sur le S&P 500? Ça paraît crédible, on va en parler après Oui, des objectifs. Il va falloir qu'on parle d'ailleurs, Ah oui. va être trop long, mais je veux dire en dehors de ça, Bon, la grande question c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir ses espoirs et cette espèce de toute façon Trump c'est le Messi, il marche sur l'eau encore longtemps? Ou est-ce que quand on va se rendre compte que finalement on va baisser les impôts, créer moins de revenus, créer des jobs, c'est pas aussi facile que ça, et que finalement il y aura une forme de déception, et que peut-être en cours d'année, après l'euphorie du mandat Trump, on va se dire ouais, finalement ça va être un peu plus compliqué. Et la réaction de la Fed, ça va être intéressant de voir comment politique monétaire et politique budgétaire vont avancer ensemble ou se confronter. Moi j'ai quand même le sentiment, pour en revenir au S&P 500, mais bon, je prends pas de risque, je pense qu'au moins en première partie d'année, il peut aller plus haut. Je ne serais pas surpris qu'on ait un premier semestre, et notamment dans les semaines qui vont arriver, les annonces de Donald Trump, un premier semestre qui soutienne encore le S&P 500, qui lui donne encore de l'upside. On avait cette discussion avant d'enregistrer la vidéo, de savoir, on a l'impression que chaque année, le S&P 500 est au piche. Et même, tu regardes sur le plan technique, je pense qu'un 6500 points, on n'en est pas si loin, je ne prends pas de risque. Non mais facile, techniquement c'est Voilà. presque Au-delà, je ne sais pas, ça va dépendre des secteurs. C'est-à-dire que pour aller au-delà, il faut à la fois que la tech reste attractive, mais qu'on ait des capitaux qui viennent sur des secteurs sous-valorisés. Secteur de l'énergie, le secteur de la finance, les banques régionales, l'industrie dans sa profondeur, l'industrie de l'armement. La grande question, c'est effectivement, moi, si on doit parler de ça, moi, l'armement me fait peur parce que c'est très cher, c'est beaucoup monté, et qu'aujourd'hui, on va dans une ère où, en tout cas, Trump, il a montré sa volonté de vouloir calmer le jeu. À mon avis, il va réussir à calmer le jeu entre l'Ukraine et la Russie, ce ne serait pas une surprise. Ouais. Le Moyen-Orient, bon, c'est toujours un peu compliqué.
mais on a l'impression que les choses vont pas trop mal. Après, il faudra juste faire gaffe avec Taïwan et la Chine. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression qu'il peut arriver à faire quelque chose. Et si ça se calme, il y aura des prises de profit sur ce secteur-là. Après, jusqu'à combien, sur faiblesse, évidemment, il faut racheter parce que l'armement, c'est pas que les guerres, c'est aussi toute une structure industrielle derrière. Le secteur financier, c'est beaucoup monté en anticipation. Alors, Il va falloir c'est améliorer. très intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le secteur de la finance est beaucoup monté. Donc, le secteur S&P 500 Finance. Il y a aussi un indice sectoriel qui traque la performance des banques régionales. Je sais que c'était fait démonter, voilà, pardon, lorsqu'il y a eu la crise bancaire. C'est des secteurs qui ont bien performé, mais je faisais la comparaison en termes de valorisation, en regardant les standards de valorisation, PE Chiller, Price Earning ou PFR1, c'est encore un secteur finalement qui est pas cher et qui est même largement sous la moyenne du S&P 500. Ouais. Si tu veux, tu as la tech qui est tout en haut, tu as le secteur de la finance qui est tout en bas. Alors, on ne sait pas encore concrètement qu'est-ce qu'il va mettre en place comme mesure de déréglementation, mais je pense qu'il y a encore de la possibilité d'aller plus haut parce que même si la tendance haussière, la reprise est impressionnante fin 2024, c'est vraiment pas cher. Bon. Ouais, par contre, à l'intérieur du bilan de ces banques régionales, il y a aussi beaucoup de dettes pourries, hein. Donc il faut faire aussi attention parce que le jeu de dire je prends une banque régionale, moi je joue un ETF là-dessus. Hein, il y a un ETF, ouais, je sais. Il y a un ETF qui est d'ailleurs techniquement qui est vraiment, son nom m'échappe, mais c'est l'ETF des US Regional Bonds. Ouais. Et ça peut être une stratégie. Enfin, en tout cas, il en faut de face dans les secteurs où Trump va l'impact direct, c'est tout ce qui est America First plus la finance. Exactement. Voilà. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand la finance, on la laisse faire ce qu'elle veut, ça se finit pas toujours très très bien. Ça, c'est un peu. Ouais, Au perso, du coup, il va aller dans la déréglementation. Exactement. Moi, je ne mettrais pas 10 balles dans le secteur de la finance. Parce que ça, derrière, ça nous fait des faillites en série de banques régionales parce qu'elles vont se lancer dans un levier. Bon, pour moi, il va les libérer. Il va les libérer. Mais le système bancaire, depuis l'histoire UBS Crédit Suisse, en tant que Suisse, moi, c'est fini. Je me mets 10 balles dans une banque, moi, facilement à soir. Mais bon, alors maintenant, du coup, on fait quoi en 2000 Alors, au-delà du marché action US, ça va peut-être faire sourire, mais ça peut pas être bête comme stratégie. Mais voilà, tu prends le palmarès des indices boursiers en 2024, il y en a un qui est tout en bas, qui est quand même connu, hein, même si voilà, c'est le CAC 40. Certains, pour rigoler, l'ont appelé le CRAC 40. Ils ont peut-être eu raison en 2024. Moi, mon idée, c'est qu'en 2025, justement, le CRAC 40 peut redevenir le CAC 40. Déjà parce qu'il a du retard. Ouais. Non, mais au-delà de ça, même, je ne vais pas m'avancer sur un retour de la stabilité politique française ou sur l'aspect budgétaire. Non, mais pour moi, ça va être compliqué. Voilà, c'est davantage le lien. En fait. Bon, déjà, c'est un indice qui est moins cher. Et puis, non, je parie beaucoup sur les énormes mesures de relance chinoises. D'ailleurs, cette semaine où on enregistre la vidéo, qui sont encore massives, et je crois qu'on est qu'au tout début de ce qu'annonce la Chine. Et le CAC 40, c'est l'indice boursier le plus lié à la Chine, de par le poids du luxe. Là, oui. Voilà, donc c'est... Et tu regardes ce que fait LVMH depuis un an et demi, voilà, revenir sur des actions du luxe, revenir sur du CAC 40, c'est jouer la Chine. Alors ensuite, avec les États-Unis, on verra bien, mais c'est un indice qui sera moins impacté par une éventuelle guerre commerciale que le DAX. Donc moi, je vous propose, mais déjà en 2024, hein, donc, mais ce ne sera pas trop tard, un call CAC 40. Okay. Un retour sur les plus hauts l'année prochaine, 8000 points. Bon, j'aurais pas dû te laisser parler en premier parce que moi, je n'aurais pas parié sur le CAC 40 en direct pour des raisons d'instabilité politique, même si je crois qu'aujourd'hui, on met trop ça en avant parce que finalement, les bois du CAC 40, ils font pas grand-chose en France, pas tant que ça. Non, pas mais par contre, effectivement, 1%. Pour moi, la Chine est en train de préparer un truc. On a eu une première vague de stimulus qui a un peu déçu dans un premier temps. On a une deuxième vague qui vient d'arriver et ils vont continuer à mettre la pression. Et ils n'ont pas le choix. Ils sont en mode urgence. Hein. Ils n'ont pas le choix, justement. Donc je pense que 2025, ce sera peut-être l'année de la Chine. Donc moi, je serai plutôt très attentif sur la Chine. Et si tu regardes sur le plan technique, en plus, c'est des indices qui sont encore très bas. Ouais. Si tu compares par exemple au marché action indien, donc ça se tient, même techniquement, ça se tient. Non, mais ça se tient. Techniquement, ça se tient. Psychologiquement, ça se tient. Géopolitiquement, ça se tient. Donc, moi, j'irais sur la Chine, donc sur le luxe aussi, parce que, de nouveau, LVMH, on aime ou on n'aime pas. Hermès, on aime ou on n'aime pas. Mais si on regarde là où on était il y a 6 mois en arrière, à 850, les gens, ils vendaient leur grand-mère pour acheter les LVMH. Donc, sous 600, tout le monde achète, quoi. Bah, voilà. Mais pourtant, sous 600, c'était pas facile. Ouais. Et là, on voit que ça commence à repartir gentiment. Donc, oui, le luxe. Je pense que de toute façon, les Magnificent Seven, il faut être dedans parce qu'il faut être dedans. Si on part du principe qu'il y a encore un potentiel de hausse, eh ben, il faut être dedans. Après, il faut être très technique et vraiment surveiller ces notions de tendance. Tout à fait. Parce que quand ça se retrouve, il ne faudra pas perdre de temps non plus. Et je reviens sur le fait que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les chiffres économiques macro qui se dégradent
progressivement aux États-Unis. Et c'est des choses qu'il faudra surveiller parce que pour l'instant, on a cette capacité extrêmement impressionnante de ne pas voir ce qui ne va pas. On espère que Trump va faire le nécessaire, mais si tout d'un coup ça venait à ne pas se produire, il pourrait y avoir des retournements. Et Je pense qu'il peut y avoir un risque de début de bear market dans le courant. non, bear market, je veux même plus bear market, ça n'existe plus, c'est terminé, c'est has-been, ça tape qu'il faut être couché, mais je veux dire, 2 points haut peut-être, mais non, mais je comprends sa méchance. correction. Sans qu'on arrive au bout d'un cycle. Il y a des choses en termes de leverage et d'investissement en marge. Aux États-Unis, ils sont tous en marge. Le taux de cash dans les comptes des portefeuilles américains est au plus bas de l'histoire. Les taux d'investissement dans les trackers leveragés sont au plus haut de l'histoire. Les bear markets de deleveraging, ça peut faire très mal. Exactement. Et j'avais un chiffre tout bête il y a 2 jours en arrière, j'en ai parlé dans la vidéo de début de semaine. Vous regardez l'investissement dans les ETF leveragés, on est à 14 $ pour 1 $ sur les ETF short. Donc c'est vraiment une pondération monstrueuse dans le sens leverage à la hausse. Et les gens aujourd'hui parient là-dessus. Et donc c'est monstrueux. Et ce chiffre-là, la dernière fois qu'on était aussi haut, c'était 13 pour 1. Et là, on est à 14 pour 1. C'était quand? C'était décembre 2021. Donc, Tu te souviens le graphique derrière? au début du bear market, ouais. 30%. Ouais. 30% 6 mois plus tard. Et Alors, ouais, tout à fait. c'est pas un signal de vente, mais moi je parierais. Si je devais donner un target maintenant, parce qu'on va devoir vraiment se lâcher, je pense qu'on va aller plus haut que là où on est sur le S&P 500 au moins décembre l'année prochaine, mais qu'entre deux, ce ne sera pas forcément une promenade dans le parc et qu'il y aura certainement des corrections. Mon Et on a opinion, besoin. c'est qu'on peut faire 6005 dans le cours de l'année 2025, mais que dans la dernière partie de l'année, on pourrait s'exposer à un drop, mais bon là c'est de la boule de cristal. Voilà. Voilà Thomas. Moi je pense que c'est un V-shape recovery, mais on doit avoir une squeeze, on doit avoir un dégoût général. Il y a trop de gens qui viennent systématiquement me dire et nous dire oh ouais, de toute façon ça peut plus baisser. Il y a trop d'optimistes en général et il y a trop de gens qui sont revenus dans la thématique du de toute façon ça fait que monter. Et en général c'est qu'à un moment donné, dans un laps de temps élastique bien sûr, parce qu'on ne sait jamais quand identifier la fin. D'où l'intérêt de savoir prendre des bénéfices régulièrement, de ne pas être le dernier à vendre. Mais finalement, on ne sait jamais jusqu'où ça monte, mais prendre des gains régulièrement, c'est la meilleure façon de se protéger. Un gain est un gain quand je ne répète tout le temps, et il ne faut pas stresser si on ne vendrait pas au plus haut, quoi. Comme on achète à le plus bas, de toute façon. Voilà. Donc en gros, la Chine, le luxe, surveiller les banques, peut-être un truc à jouer sur les banques régionales américaines, surveiller l'armement qui est extrêmement cher en cas de paix, en cas de réussite finalement du plan Trump, et continuer à surveiller la macro, mais ça, on en parlera régulièrement ces prochains temps lors de nos prochaines vidéos. Merci Thomas. Merci Vincent, et à bientôt. Au revoir.